ce qu'il a fait en 81 est assez symbolique de toute la problématique quelque part qu'on va couvrir à l'occasion de ce travail. En 1981, il prend la direction du théâtre de Chaillot et il décide de mettre en scène Faust et il décide donc d'apparaître dans la scène inaugurale nu sur scène. Et il me semble qu'il fait ça de 3 endroits qui me paraissent intéressants à analyser. D'abord, il réfléchit sur la question du dépouillement, sur la question des origines. Il dit que Faust, c'est vraiment une pièce sur la condition humaine, et que pour démarrer Faust, il faut démarrer nu d'abord, parce que c'est une histoire sur l'origine, sur la naissance. Ensuite, évidemment, on est en 81, donc il y a un contexte très particulier en France sur le plan politique. Et donc, il décide d'inaugurer son travail de metteur en scène par un acte un peu contestataire, et ça serait la deuxième dimension, me semble-t-il, de la nudité dans les Indigents. Et enfin, il décide aussi de faire un geste qui va lui permettre d'explorer des formes esthétiques nouvelles. Et ça me paraît être la troisième dimension de la nudité dans les Indigents, à savoir la recherche de formes dans le cadre chorégraphique ou dramaturgique, peu importe, mais en tout cas, pour une recherche de liberté supplémentaire. J'en profite pour dire à ce propos que Faust, en 81, est joué en alternance avec une autre mise en scène de vitesse, qui est Britannicus. Deux autres. Oui, avec les Lyotard, c'est ça. Mais surtout, Britannicus, qui semble aussi poser la question de la nudité, puisqu'il demande en fait à ses acteurs, lorsqu'il met en scène Britannicus, de jouer entièrement nu, et simplement voilé par un grand drap qu'il appelle un costume d'éternité. Et il dit travailler sur le danger que constitue le fait de jouer nu et simplement voilé par un drap blanc que je crois avait plus ou moins organisé la Miscopos, je crois, qui avait mis en place la scénographie. J'en profite pour dire que nous avons ici aujourd'hui Jeanne Vitesse, qui a joué dans Britannicus et qui pourra peut-être intervenir après. Voilà. Donc, on a imaginé cette rencontre parce qu'il nous semble qu'on est en train d'assister à l'installation d'un phénomène social relativement durable qui nous oblige à réfléchir à notre pratique pédagogique. Il y a à peu près une quinzaine d'années, on pensait que l'histoire de la nudité c'était réglé, que c'était terminé, qu'on n'en parlerait plus, qu'il suffisait de réfléchir à ce que ça permet de raconter au niveau des partis pris esthétiques. Et que la porosité des arts vivants, avec la danse, etc., avait rendu la chose tout à fait visible aussi sur un plateau de théâtre. Or, depuis peu de temps quand même, relativement quelques années, peut-être qu'on pourra y réfléchir d'ailleurs, en tant qu'enseignante en tout cas, et je crois qu'il y a des responsables de structure aussi qui pourront en parler, on se rend compte que la question est redevenue sensible quand même, pour plusieurs raisons, et sans doute en partie, je crois qu'il ne faut pas le nier, par le fait que la nudité est quand même de plus en plus visible, paradoxalement. C'est-à-dire qu'on a même de plus en plus d'élèves voir des spectacles. Et du coup, la question aussi émerge par rapport à un type de public qui peut-être est en extension, indépendamment du fait que la nudité serait plus ou moins bien reçue. Donc du coup, moi je voudrais commencer mon intervention par une petite anecdote. L'année dernière, je suis allée voir Le Misanthrope, dans une mise en scène de Thibaut Pernoud. Et j'ai amené mes élèves deux fois, enfin deux spectacles différents, deux classes différentes. Ils sont allés voir une première fois le spectacle à la Bastille et ils sont allés voir une deuxième fois le spectacle à la ferme du Buisson. Il y a une nudité dans Le Misanthrope, une nudité parfaitement justifiée à la dernière scène, qui est la scène du suicide social de la part d'Alceste. Donc Alceste se met nu pour dire j'arrête tout, quoi, allez vous faire voir et je m'en vais. À Bastille, il y avait une grande proximité, la salle était toute petite, c'est la salle du haut. L'acteur se met totalement nu, il y a eu quelques cris dans la salle, des cris d'élèves, pas forcément les miens, si c'était les miens, tant pis pour eux. Et puis c'est passé comme ça. Et puis un mois plus tard, j'ai amené une autre classe, et j'ai amené une autre classe dans un autre théâtre, à la ferme du Buisson. J'en profite pour dire que l'espace proxémique était beaucoup plus grand, donc a priori c'était plus supportable. Et là, au stupeur, au moment de la scène de nudité, eh bien, il y a eu un shunt lumière. Il y a eu la lumière a été coupée, quoi. Enfin, c'est quasiment dénudé dans le noir. Ben, c'était fait exprès au sens où ce qui était visible un mois avant, compte tenu
tout ce qui s'était peut-être passé en termes de déprogrammation de certaines classes, etc. Bon, bref, avait rendu ce suicide social invisible, en tout cas passé par le dispositif de la nudité. Voilà. Donc ça me paraît une vraie question quand même. Je me suis interrogée là-dessus. Alors évidemment, les élèves qui sont venus voir le spectacle sur la deuxième version ont trouvé que j'avais franchement exagéré en leur disant qu'il y aura une nudité. Ils m'ont dit on n'a même pas peur, on n'a rien vu. Bon, et ça me paraît d'autant plus intéressant que c'était en l'occurrence à l'occasion d'une mise en scène d'un classique. Donc on avait des collègues qui s'étaient dit chic, il y a un classique, allons voir le classique avec les élèves. De l'autre côté, un jeune metteur en scène qui s'était dit prenons un classique, emparons-nous de ce classique et essayons de voir ce qu'on peut en faire. Et puis la rencontre n'était pas possible. Elle était de manière un peu, je dirais, comme une effraction la première fois. Et puis après, je pense qu'il y avait eu des annulations de classe. Et donc, je n'en veux absolument pas à la ferme. Hein. Je ne dis pas du tout que c'était un choix personnel, mais je pense que peut-être le metteur en scène a décidé pour couper court de montrer cette scène de nudité de manière beaucoup plus floutée. Voilà. Donc, si on fait un état des lieux, on se rend compte que désormais les structures préviennent de façon assez systématique quand il y a une nudité. Deuxièmement, ce qui fait que, bon, d'accord, pourquoi pas, mais est-ce que le spectacle se limite à cette nudité? On pourrait prévenir qu'il y a un plan feu, ou je ne sais pas, tellement bref, je trouve déjà que c'est une manière de surdéterminer la question. Deuxièmement, les profs répercutent à leurs élèves, attention, il y aura des fesses, il y aura des seins, etc. Voilà. Ce qui pose quand même la question de l'annulation de la surprise, parce qu'il y a un parti pris esthétique qui joue quand même sur la surprise, et prévenir un élève, bon, je m'interroge, mais voilà. Donc, évidemment, je suis de temps en temps confrontée à des collègues qui m'appellent en me disant je vais voir tel truc, est-ce que tu es sûr qu'il n'y aura pas une nudité? Je suis devenue une espèce de Cromwell là, qui doit dire s'il y aura du nu, si c'est visible, enfin, voilà. Donc, je me rends compte qu'il y a des collègues qui se censurent dans les parcours du spectateur qu'ils mettent en place. Et alors, pourquoi pas, quatrième étape, encore plus cauchemardesque, parce qu'on peut imaginer qu'il y a des metteurs en scène qui, du coup, pour que les spectacles soient visibles par les publics scolaires, vont se censurer et retirer, ou en tout cas atténuer considérablement des scènes de nudité. Enfin, voilà. Donc j'en profite, et je suis vraiment ravie que vous soyez là, pour lire des extraits d'une lettre qu'a envoyée un enseignant suite, il y a 2 ans, à la présentation de Middlesex au Nouveau Théâtre de Montreuil. Donc cette lettre a été écrite par un enseignant qui avait amené ses élèves de terminale voir le spectacle à une collègue qui est responsable des relations publiques. Je dois t'avouer que j'ai été très surpris par le format, les élèves aussi, malheureusement. Ce type de spectacle n'est pas adapté à un public mineur, il est vraiment trop cru, dérangeant. Le but du spectacle étant de secouer les spectateurs adultes, tu peux comprendre l'effet que cela peut avoir sur certains élèves qui restent encore pudiques concernant leur propre sexualité. Certes, nos jeunes ne sont pas de petits anges, excusez-moi, je vais arrêter de commenter physiquement. Mais chacun a son background socio-culturel et religieux, et nous devons aussi faire attention en tant qu'enseignants à prendre en compte l'hétérogénéité de nos classes et ne pas braquer nos élèves les plus sensibles. Les scènes de nudité récurrentes, les gros plans avec une webcam projetée en live du sexe d'une personne intersexe performeuse qui se travaille les tétons sur scène, banalisation de la prise de drogue, etc., ne sont pas des choses que nous pouvons, en tant qu'enseignants et établissements scolaires, nous permettre de montrer à nos élèves. Tout ceci a des conséquences sur mon rapport aux élèves en tant qu'enseignant et mon rapport à l'établissement que je représente. La confiance que les élèves me font quand je leur propose un spectacle qui est censé s'adresser à eux, les parents font à notre établissement quand ils nous confient, la confiance que les parents nous font, l'autorité, quelle crédibilité nous reste-t-il? Évidemment, j'ai lu là, je ne censure pas, mais je réduis. Quelle crédibilité nous reste-t-il quand nous les préparons à voir un spectacle et que celui-ci tombe dans un champ auquel nous ne les avons absolument pas préparés? Aussi, je vous en supplie, soyez conscients du public auquel vous vous adressez, prenez en compte la réalité de nos métiers, prenez en compte la réalité que vos métiers représentent et ne proposez pas ce type de spectacle à des mineurs. Ne le présentez pas comme un spectacle qui, je cite, interroge la notion de genre et remet en cause la classification binaire homme-femme, alors que l'on parle des violences subies par une personne hermaphrodite
lors de la construction de son identité. Prévenez les enseignants concernés quand vos spectacles comportent de la nudité et abordent des sujets aussi délicats. Pour ma part, je vais devoir faire un gros travail de remédiation auprès des élèves, car certains ont vraiment très mal vécu le spectacle, qui m'a moi-même mis très mal à l'aise par moments alors que je suis un spectateur plus qu'averti, car c'est ce que ce format souhaite faire, remuer les plus solides, imaginer l'effet sur les plus jeunes. Et je ne peux qu'espérer ne pas avoir de problème sérieux avec des parents, ceci me pend au nez. Voilà. Donc, quand j'ai eu cette lettre entre les mains, j'ai réfléchi, j'étais un peu perturbée, et j'ai réfléchi à une éventualité de réponse. On en avait discuté, je crois que Caroline est là, on avait fait une rencontre avec la DAC dans ce cadre-là, parce qu'il y avait une espèce d'inflation cette année-là de spectacle qui était censé aborder cette question-là. Donc j'ai un petit peu réfléchi, mais je vous propose en vrac des choses, je ne suis pas du tout sûre de répondre. Ce qui me semble qu'il est important de dire aux élèves d'abord, c'est que si l'homme est, enfin, si nous nous habillons, c'est qu'on l'a bien voulu, c'est un choix, qu'il faut situer le vêtement entre peut-être, je ne sais pas moi, la religion et les arts. Que le vêtement change la peau effectivement des hommes et que c'est vraiment une caractéristique de l'homme et que du coup se dévêtir sur scène c'est forcément quelque chose qui génère de la transgression, de la gêne et qu'il faut assumer. Il y a quelques années encore je disais aux élèves bon tu m'emmerdes, de toute façon la nudité c'est un costume, tu fais avec et je crois que c'est faux. Je crois pas qu'on puisse se contenter de dire ça. Ça me paraît faux de se contenter de dire que la nudité est un costume. Pourtant, j'ai un élève il y a quelque temps qui m'a dit n'empêche qu'au Cirque du Soleil, ils ont un vrai vêtement, une espèce de costume de peau. Ils rajoutent même des attributs sexuels, ce qui me paraît complètement ridicule d'ailleurs. Et du coup, il m'a dit pour moi, ça c'est un costume de nudité. Alors que la nudité n'est pas un costume de nudité. La nudité est une nudité. Donc, je crois qu'il ne faut pas banaliser ça. Et je crois qu'il faut se rendre compte que s'habiller, c'est un processus vraiment anthropologique, c'est un processus d'hominisation. Et quand on demande aux élèves d'observer quelqu'un qui est nu sur scène, qui se dénude, on lui demande de faire un chemin un peu à l'envers, une transgression anthropologique qui forcément le questionne, le remet en question et qu'il faut admettre ça en tant que tel. Alors on avait repéré lors du travail qu'on avait mené avec le groupe de réflexion de la DAC, il y avait 4 éléments d'être importants dans le cadre de la nudité. D'abord la notion de proxémie. Est-ce qu'on est tout près de la personne qui se dénude ou est-ce que la salle dans laquelle on va installer nos élèves permet un recul suffisant qui va peut-être leur permettre de digérer davantage. Les conditions de vision aussi, comment le corps est-il éclairé, est-ce qu'il y a une pénombre, est-ce qu'on peut travailler sur la lumière, comment toutes ces choses-là sont mises en valeur. La question aussi du nombre et de la fréquence, est-ce qu'il y a plusieurs nudités sur scène? J'ai remarqué que ça trouve davantage les élèves quand il y a plusieurs personnes nues sur scène, alors que quand il y en a une seule, c'est peut-être un petit peu plus acceptable. La fréquence aussi de la nudité, est-ce que la nudité est constante tout au long du spectacle ou est-ce qu'elle est considérée comme une espèce d'alternative ponctuelle? Et enfin, le type de corps. On avait réfléchi à ça aussi lors de la réflexion du groupe DAC, parce que les corps aussi ne sont pas forcément standards. Je pense par exemple à des corps comme ceux de certains acteurs de Castellucci ou de Pico del Bono. Enfin, voilà, ce ne sont pas forcément des corps standards, normés, épilés, fins, etc. Ça peut être des corps qui éventuellement questionnent les élèves. Donc voilà ce que je vous propose un peu comme manuel de survie si vous voulez amener vos élèves au théâtre. Voilà. Premièrement, avant le spectacle, ok les prévenir, mais pas les prévenir comme on va absorber un médicament amer ou comme si on allait manger un plat trop épicé, quoi. Enfin, voilà, on prévient, mais voilà, on essaie de ne pas caractériser tout le spectacle à partir de la nudité quand même. Deuxième élément qui me paraît important, leur rappeler que une œuvre d'art, c'est quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, forcément. Et donc, je pense que Chloé l'abordera plus précisément que moi, mais
c'est vrai qu'on va être amené à traverser trois temps, c'est pour ça que je rappelais ce qu'avait fait Antoine Vitesse. D'abord une expérience de dépouillement, ensuite une expérience de contestation, et enfin une expérience de libération. Et ces trois temps, on peut les nommer peut-être avec les élèves. Aborder aussi la question de notre époque qui peut-être utilise aussi le corps nu désormais comme une manière de militer, comme une forme de militantisme qui n'était peut-être pas tout à fait abordée de la même façon il y a encore cette fameuse quinzaine d'années dont on parlait tout à l'heure, qui est une période pendant laquelle c'était beaucoup plus acceptable. Les élèves quand on montre par exemple la façon dont les forces de l'ordre attrapent les fémènes, les élèves se rendent bien compte que les flics ne savent pas comment attraper les corps. Et c'est peut-être pour ça que la nudité désormais est aussi une source aussi utilisée en partie comme une source de militantisme. Donc voilà, ce sont ces 4 ou 5 éléments-là qu'on pourrait peut-être aborder avant le spectacle. Ensuite, après le spectacle, on peut pratiquer bien évidemment une analyse chorale. C'est très pratique parce que comme elle aborde à peu près tous les points, elle permet de resituer la nudité dans quelque chose de très global et de ne pas faire de la nudité une espèce d'événement comme ça hyper signifiant. J'en profite pour dire que j'ai remarqué que si les élèves quittent le théâtre et qu'on leur dit demain ou après-demain analyse chorale, ou analyse, ou on reparle, ils savent qu'il y a une date précise au cours de laquelle ils vont pouvoir reparler de leur expérience. Et parfois, ils acceptent de garder une espèce d'émotion en eux pour ensuite, parce qu'ils savent qu'on a un temps précis, la livrer de façon un peu formelle, un peu officielle. Plutôt qu'aller parfois baver de façon complètement émotionnelle aux parents qui reçoivent le truc, qui ne savent pas, qui nous appellent, etc. Voilà. Une autre chose qui me paraît très bénéfique, c'est le bord de plateau, c'est-à-dire le moment où l'élève voit arriver à nouveau l'actrice ou l'acteur habillé. C'est-à-dire où il fait un peu comme le saumon qui remonte le courant, il repasse, il retrouve une normalisation après l'expérience de transgression qu'il a vécue. Ça me paraît important. Je crois qu'aussi, pendant la phase de restitution, on peut aussi aborder la question de la pudeur, qui est un mot très piégé, évidemment, je pense que tu y retourneras, bien sûr. J'ai toujours été... les collègues m'ont dit que parfois, quand elles amenaient leurs élèves dans des spectacles de nus, certains sortaient furieux et puis ils disaient comme ça à leurs profs ou à leurs copains, mais de façon très performative, un peu comme une déclaration entre pairs. Je ne suis pas un PD, je ne suis pas une pute. Enfin voilà, ils avaient besoin, comme si cette expérience de la nudité les avait confrontés à une transgression de genre en fait. Et non pas forcément une blessure émotionnelle. Très souvent, on pense que la nudité les questionne, nous questionne sur le plan émotionnel. Très souvent, chez les publics adolescents en tout cas, j'ai observé qu'il y a une réception de l'hétéronormativité par rapport à ça, plus que vraiment un choc personnel, individuel sur le corps. Voilà. Je terminerai en disant que j'ai observé aussi de la part de certains parents qu'on a l'impression que plus les parents ont lâché complètement sur la question de la cybersexualité, sur la question de la fréquentation des sites pornographiques de leurs enfants de façon complètement virtuelle, plus ils ont un degré d'exigence sur la pseudo-moralité à laquelle on devrait veiller sur les spectacles vivants. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais enfin, voilà, je suppose que ça vous parle. Et donc, très souvent, ce que disent les enfants auprès de leurs parents, quand ils vont parler de ça, c'est souvent une blessure narcissique sur l'hétéronormativité, tout simplement, je crois. Et les parents reçoivent, et parfois nous disent au téléphone, vous l'avez traumatisé, vous l'avez agressé, vous lui avez détruit son enfance. J'ai un parent qui m'a dit ça, parce que j'avais amené des élèves voir... au moins j'aurais laissé un beau cadavre de Maquet. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de flotteur inverse comme ça qui se met en place. Voilà. Bon, si on fait un bilan, je pense qu'il y a une triple peine comme ça qu'il faut que nos élèves traversent. D'abord, la première peine, c'est celle de leur maturité émotionnelle. Oui, il y en a une. Il faut qu'ils la gèrent, cette maturité émotionnelle. Elle interroge aussi, je crois,
cette question de la nudité, les relations qu'ils ont avec leurs parents, et moi je n'hésite pas parfois à conseiller une certaine connivence entre les élèves et moi. Et j'ai des élèves qui me disent de toute façon, ce que je viens de voir, c'est absolument impossible que j'en parle à mes parents. Et bien ok, d'accord, maintenons cette connivence. Mais du coup, il y a des élèves pour qui c'est une question de loyauté, de raconter point par point dans le détail ce qui s'est passé. Donc, nouvelle peine, la question de la loyauté parentale. Et enfin, je crois aussi, dernier élément qui peut être important, la question du capital symbolique aussi des enseignants quand même. La lettre que je viens de lire quand même montre bien comment certains enseignants peuvent se mélanger les pinceaux entre leur mission éducative, la relation qu'ils entretiennent avec leur hiérarchie, leurs propres empêchements intimes, etc. Voilà, merci.